Dans cette vidéo, nous allons voir la loi de Weibull, qui est une loi de probabilité que nous allons utiliser dans le cours de fiabilité pour modéliser la fonction fiabilité. Donc cette loi est dite de Weibull car elle a été mise au point par un mathématicien, Walody Weibull, et elle porte donc son nom. Donc on dit qu'une variable aléatoire z suit la loi de Weibull lorsque son taux d'avarie, donc son taux de panne, a la forme de lambda t est égal à bêta sur eta multiplié par t moins gamma sur eta, le tout à la puissance bêta moins 1. Donc ce taux d'avarie a une expression un peu compliquée. Il possède trois constantes, bêta, gamma et eta, qui sont appelées les paramètres de la loi. Et en fonction de ces constantes, nous allons nous retrouver avec une fonction taux d'avarie qui sera soit décroissante, soit constante, soit croissante. Donc cette loi est particulièrement adaptée donc à la fiabilité des machines, puisque nous avons vu que le taux d'avarie pour toutes les machines passe par trois phases, la phase de jeunesse, la phase de maturité et la phase de vieillesse. Donc avec ce modèle mathématique, nous allons pouvoir modéliser la fonction fiabilité quel que soit l'état de la machine et quelle que soit sa position dans son cycle de vie. Donc de l'expression du taux d'avarie, on retrouve la fonction fiabilité R de t qui est égale à exponentielle de moins t moins gamma sur eta, le tout à la puissance bêta. Donc à partir de cette loi de fiabilité, il sera possible, une fois qu'on aura déterminé les paramètres de la loi, de déterminer la MTBF, c'est-à-dire la moyenne des temps de bon fonctionnement, avec cette formule MTBF est égal à A fois eta plus gamma. On retrouvera l'écart type sigma par B fois eta. Au niveau de ces constantes A et B, on va les retrouver très facilement dans des tableaux. Donc dans ce tableau, c'est un tableau à trois colonnes. Première colonne, on retrouve des valeurs de bêta. Donc bêta sera déterminé par une méthode graphique sur un papier de Weibull. Et une fois que nous aurons la valeur de bêta, il sera facile de trouver A et B puisqu'ils seront sur la même ligne que bêta. À partir de cette valeur, donc on détermine la MTBF. Donc nous avons vu que ce modèle mathématique permet de s'adapter à toutes les phases de vie d'une machine. Donc nous avons le cas particulier où lambda est une constante, que nous avons vu dans la vidéo numéro 5, où il était possible de modéliser la fonction fiabilité par un modèle expo. Et dans ce cas de figure, on va se retrouver avec gamma qui est égal à 0 et bêta qui est égal à 1. Et nous avons R de t est égal à exponentielle de moins lambda t, avec lambda égal à 1 sur eta. Et eta devient la MTBF de notre machine. Donc le paramètre bêta s'appelle le paramètre de forme. C'est un paramètre intéressant puisqu'il va donner des indications sur le mode de défaillance et sur l'évolution du taux de défaillance. Donc au niveau de l'évolution du taux de défaillance, lorsqu'on aura un bêta supérieur à 1, on pourra dire que le taux de défaillance est croissant. Lorsque le bêta sera égal à 1, le taux de défaillance est constant. Et lorsque le bêta est inférieur à 1, le taux de défaillance est décroissant. Au niveau du mode de défaillance, suivant la valeur de bêta, c'est-à-dire qu'un bêta compris entre 1,5 et 2,5, nous avons un mode de défaillance qui est de type fatigue. Pour un bêta compris entre 3 et 4, nous avons un mode de défaillance de type usure, corrosion. Nous avons ensuite gamma qui est le paramètre de position. Donc ce paramètre donne des indications sur le retard de la fonction f de t. C'est-à-dire, si nous avons un gamma qui est égal à 0, donc nous sommes dans ce cas de figure avec la répartition, la densité, nous avons une probabilité de défaillance qui n'est pas nulle à t égale à 0. D'accord ? Donc probabilité de défaillance dès la mise en service de la machine. Lorsque le gamma est négatif, cela veut dire que nous avons une probabilité de défaillance qui est déjà existante avant le lancement de la machine. D'accord ? Et pour un gamma positif, nous avons une probabilité de défaillance dans les premières utilisations qui est nulle.
C'est-à-dire que sur cette période-là, nous avons une probabilité de défaillance nulle. Nous avons ensuite le paramètre d'échelle qui a une unité, qui s'exprime dans l'unité de temps. On dit qu'il dirige l'échelle ou encore la dispersion de la distribution. Donc si on a un état qui est grand, on dit que on verra que la distribution est très étalée, et si un état est petit, la distribution est très concentrée. Donc nous allons appliquer la méthode sur un exercice simple. Donc on a ici un historique constitué de 6 données, 6 temps de bon fonctionnement. On va considérer que l'unité d'usage ici c'est des heures. Donc on a eu une première panne qui est apparue au bout de 515 heures, une deuxième à 740 heures et une sixième à 330 heures. Donc nous allons utiliser un papier de Vébule. Donc le papier de Vébule est un papier assez complexe à déchiffrer. Donc nous avons ici tout en bas un axe des temps. Ici vous avez marqué variable temps. L'axe est gradué dans une échelle logarithmique. Donc nous avons ici 1, 10 et 100. Nous avons à gauche un axe des ordonnées qui est l'axe des f de t, c'est-à-dire la probabilité d'apparition de la défaillance. On est en pourcentage cumulé et on va de 0 tout en bas à 100% tout en haut. D'accord ? Avec ici par exemple 10%. Nous avons un troisième axe ici qui est l'axe des états, qui lui ici est gradué en logarithme. Donc on est un logarithme décimal à base de 10 et on est sur la même échelle que l'axe des temps. Nous avons ici un autre axe des temps, mais cette fois-ci gradué en logarithme népérien. Et enfin, nous avons le dernier axe qui débute ici, là vous avez 0, et qui descend. Et ici, vous voyez que c'est l'axe des bêta. Et enfin, nous avons un petit point, ici, là, à 1, avec un petit cercle. Et vous verrez, vous aurez toujours ce petit cercle sur le 1. On verra tout à l'heure à quoi nous sert cette origine. Donc, au niveau du travail que vous avez à réaliser, tout d'abord, sur votre copie, vous avez à préparer les données. Alors, préparer les données, c'est quoi? C'est faire un tableau. Donc là, obligatoirement, vous tracez un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, vous mettrez ordre I ou rang I. Deuxième colonne, TBF. Troisième colonne, F. Donc TBF, c'est les temps de bon fonctionnement. F, c'est la probabilité d'apparition de la panne. Et vous allez trier les temps de bon fonctionnement de votre historique de façon croissante, donc du plus petit au plus grand. Et vous allez attribuer un rang à chaque temps de bon fonctionnement. Donc la première panne, 165 heures, alors en 1. La dernière panne, 1320, alors en 6. Ensuite, il va falloir estimer cette probabilité de panne. Pour estimer cette probabilité de panne, nous allons utiliser 3 méthodes que nous avons vues dans les vidéos précédentes, qui s'appellent la méthode des rangs médians, moyens ou bruts. Donc, nous avons vu que ces méthodes vont être utilisées en fonction du nombre de données que vous avez dans votre échantillon, dans votre historique. Si vous avez moins de 20 données, vous allez utiliser la méthode des rangs médians, c'est ce que nous allons faire. Si vous avez entre 20 et 50 données, la méthode des rangs moyens. Et si vous avez beaucoup de données, plus de 50, vous allez utiliser la méthode des rangs bruts. Donc pour calculer la méthode, pour calculer le FI par la méthode des rangs médians, la formule des méthodes des rangs médians, c'est FI est égal à I moins 0,3 sur grand N plus 0,4. I, c'est le rang, et grand N, c'est le nombre de données. Donc I va varier. Nous allons avoir ici I égale 1, I égale 2, I égale 3, 4, 5, 6. Grand N, c'est le nombre de données, il sera constant, il sera égal à 6. Donc pour calculer ici 0,11, soit 11%, je vais faire 1 moins 0,3 divisé par 6 plus 0,4. Pour le rang 6, ça va me donner 6 moins 0,3 divisé par 6 plus 0,4. Donc une erreur que vous faites, c'est d'oublier les parenthèses. Et du coup, là, vous allez vous retrouver avec des valeurs de FI qui ne sont pas croissantes. D'accord ? Il faut que la probabilité d'avoir une panne quand vous êtes à la au plus grand TBF soit importante. D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez préparé vos données, nous allons les tracer. Donc, nous allons tracer le nuage de points. Alors, les points que nous allons tracer, ce sont les points qui ont pour abscisse un TBF et pour ordonner le FI. D'accord ? Donc, il va falloir tracer ces 6 points.
Ces temps de bon fonctionnement vont de 165 à 1320. Ici, j'ai un axe qui est gradué de 1 à 100. Donc, je vais prendre un multiple de 100. Je vais considérer que ici, j'ai 100. Donc là, j'aurai 1000. D'accord? Et le 1320, il sera à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais placer mes points. D'accord? Donc, le premier point, il a pour abscisse 165 et pour ordonnée 11%. Donc là, on est sur une construction graphique. Pour que cette construction graphique soit précise, il va falloir s'appliquer. Donc il va falloir utiliser un critérium, pas un crayon, ni un stylo, ni un feutre. Donc une fois que vous avez tracé ces points, au niveau du BTS, nous serons toujours sur un cas particulier où les points sont alignés, ce qui va correspondre à un gamma qui est égal à 0. Si les points n'étaient pas alignés, nous avons des méthodes mathématiques qui permettent de redresser et de se ramener à une droite. Donc une fois que les points ont été trouvés, nous allons tracer la droite de Vébule. Donc la droite de Vébule, c'est la droite qui passe par le maximum de points. D'accord ? Donc cette droite va couper l'axe des états, ici. Donc si je regarde, je vois à peu près que je le coupe à 7,7. Et du coup, la valeur de état sera de 7,7 multiplié par l'échelle que j'ai utilisée. Donc ici, j'ai pris un multiple de 100, puisque j'avais considéré que j'avais 100, et ici j'avais 1000. Donc 7,7, en fait, c'est 770. Donc une fois que j'ai tracé cette droite, deuxième étape, je vais tracer la parallèle à cette droite et je vais la faire passer par l'origine, le petit cercle que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc là, il va falloir être aussi très précis, il va falloir utiliser son équerre pour tracer une perpendiculaire à la droite de Vébule, et puis on va se remettre perpendiculaire à cette droite pour avoir notre parallèle. Et nous allons avoir cette droite parallèle qui va couper l'axe des bêta, et vous allez lire la valeur de bêta sur l'échelle. Attention de ne pas utiliser ici le graphique en logarithme. La position de bêta se lit sur les petits tirets. Donc ici, je lis 1, 1,1, 1,2, 1,4 pour bêta. Donc voilà. Donc en appliquant cette méthode, on trouve rapidement gamma, état et bêta. Donc là, les seules erreurs qu'on rencontre, c'est d'oublier ici le coefficient que nous avons utilisé pour l'échelle des temps. Donc on trouve des élèves qui nous mettent 7,7 au lieu de 770. Et là, on a des parallèles qui sont mal tracés, ou des fois vous avez du mal à trouver la valeur. Là, vous lisez sur le quadrillage qui est derrière logarithmique. Et du coup, on pourrait imaginer qu'on a 1, 1,5, puisque là on a 2, et on serait sur du 1,6. On n'utilise pas les graduations. Donc une fois qu'on a déterminé les trois paramètres, on va pouvoir écrire l'expression de la fiabilité. Donc dans notre cas de figure, R de t est égal à exponentielle de moins, entre parenthèses t, moins gamma, donc moins 0, sur état 770, le tout à la puissance 1,4. À partir de la valeur de bêta, il sera possible de déterminer le coefficient A et de déterminer la NTBF. Nous verrons dans une autre vidéo comment utiliser donc un deuxième graphique qui est ici, qui va nous permettre de déterminer la périodicité optimale du systématique à utiliser. Cette méthode sera réalisée en utilisant les paramètres de la loi, donc bêta et état, et surtout en ayant au préalable pu déterminer le coût du correctif, donc le coût de la maintenance pour réparer une panne, et en connaissant les coûts indirects de maintenance. Donc à partir de là, on déterminera un ratio de criticité économique, et on arrivera à lire sur ce graphique un coefficient, ici, sur cet axe, et ce coefficient multiplié par état me donnera une périodicité optimale d'une maintenance systématique. Donc on parlera de périodicité optimale puisqu'elle prendra en compte le coût du correctif et le coût indirect. D'accord ?
puisque nous l'avons vu ça dans les premières vidéos au niveau du cours de maintenance, faire du préventif, ça a un coût, et faire trop de préventif, ça peut coûter plus cher que de faire du correctif. Voilà.